Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, je pense, taraude beaucoup d'athlètes d'endurance. Moi le premier d'ailleurs. Bonjour. Oui, c'est un sujet central. On nous dit qu'il faut du carburant pour les efforts longs, des glucides, des gels, des boissons, mais on est tous face à un paradoxe. Tout à fait. D'un côté, on voit les athlètes d'élite qui ont l'air d'ingérer des quantités folles de sucre, sans jamais flancher. Et de l'autre, beaucoup d'entre nous finissent pliés en deux au moindre gel de trop. C'est l'expérience de beaucoup de monde, oui. Alors la question, c'est comment ils font? Est-ce qu'ils ont un système digestif surhumain ou est-ce qu'il y a un secret? Et pour explorer ça, on a sous les yeux une série de schémas, d'infographies très claires qui décortiquent la science des sucres, exactement. Notre mission, du coup, comprendre ce qui se passe vraiment dans le corps pour débloquer plus d'énergie, mais sans les dégâts. C'est le cœur du problème pour quiconque s'aligne sur un marathon, un triathlon, un ultra. La nutrition, ça peut faire ou défaire une course. Ah, clairement. Et t'as raison, ce n'est pas juste une question de manger plus. Le corps a ses propres règles, ses propres limites. Et l'enjeu, c'est vraiment de comprendre ces règles pour jouer avec et pas contre elles. D'accord. C'est la condition sine qua non pour maintenir la performance. C'est le carburant quasi exclusif des muscles quand l'intensité est là. Ok, alors partons de la base. Le réflexe de tout le monde, c'est le glucose. Le sucre simple, celui qu'on trouve dans la plupart des gels. On se dit, toc, mes muscles ont besoin de sucre, je leur donne du sucre. Logique. Logique en apparence. Mais l'expérience montre que ce n'est pas si simple. On ne peut pas enchaîner les gels à l'infini. À un moment, le corps dit stop et souvent de manière assez désagréable. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors ce que tu décris, c'est un phénomène qui est très très bien documenté. Les sources qu'on a l'illustrent sous le nom de plafond énergétique. Un plafond énergétique, oui. L'idée est simple. Notre intestin n'est pas un entonnoir infini. Pour que le glucose passe du système digestif au sang, il doit emprunter une sorte de porte spécifique. Une porte. Oui, une protéine transporteuse qui s'appelle SGLT1. Le hic, c'est que le nombre de ces portes est limité. On ne peut pas en construire de nouvelles sur demande comme ça. C'est un peu comme une autoroute qui se réduirait d'un coup à une seule voie pour passer un péage. C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. Au début ça va, le trafic est fluide, mais si trop de voitures arrivent en même temps, Ça crée un embouteillage monstre juste avant le guichet, c'est ça. Et cet embouteillage, il a un débit maximal. d'accord, les études et les schémas qu'on a sont très clairs. Pour le glucose seul, ce débit, c'est environ 1 gramme par minute. Ce qui fait 60 grammes par heure. C'est une limite physiologique qui est assez stricte. 60 grammes par heure. Ça ne paraît pas énorme, surtout pour des efforts très longs où on dépense des milliers de calories. Et je suppose que si on essaie de forcer le passage, C'est là que les ennuis commencent. Précisément, tout le glucose qui n'a pas pu franchir la barrière intestinale reste coincé dans le tube digestif. et il fait quoi ce sucre Il arrive enchaîné? comme une éponge. Il attire l'eau par un phénomène qu'on appelle osmose, et c'est ça qui provoque les ballonnements, les crampes d'estomac, la nausée. L'un des schémas montre un coureur plié en deux, c'est exactement ça. C'est très réaliste. J'ai un souvenir très précis d'un athlète que j'ai accompagné qui visait 100 grammes juste avec des produits à base de maltodextrine, donc du glucose. Ah ouais, c'est au tombistu. C'était une catastrophe digestive annoncée, et il a dû abandonner son ultra-trail. Le carburant n'arrivait plus aux muscles et son système digestif était en grève totale. Alors là, je suis perplexe. Si on est limité à 60 grammes de glucose, comment font les pros qu'on voit sur l'UTMB ou l'Ironman? On lit partout qu'ils consomment 90, 100, voire 120 grammes de glucides par heure. C'est la question à 1 million. Comment c'est possible? Ils trichent avec la physiologie? Non, ils ne trichent pas, ils utilisent une astuce. Une astuce qui est inscrite dans notre biologie. Si tu ne peux pas augmenter le débit d'une autoroute, qu'est-ce que tu fais? J'en construis une deuxième à côté. Exactement. Et c'est là qu'intervient le deuxième sucre de nos sources, le fructose. Le fructose, le sucre des fruits. C'est ça. Et son super pouvoir, c'est qu'il n'utilise pas la même porte SGLT1 que le glucose. Il ne fait pas la queue au même péage. Ah, il a sa propre voie d'accès, hein. Exactement. Le fructose utilise un transporteur totalement différent, une autre protéine qui s'appelle GLUT5. C'est une voie parallèle et indépendante. Donc, en consommant un mélange des deux, Tu utilises simultanément deux portes d'entrée distinctes pour faire passer le sucre de l'intestin au sang. Tu ne forces pas une seule porte, tu en ouvres une deuxième. on ouvre un deuxième guichet au péage. Le débit est décuplé. En théorie, oui, et en pratique, on s'en approche beaucoup. Les documents le montrent très bien. En combinant les deux, la capacité d'absorption ne se limite plus à 60 grammes. Elle monte à combien?
Elle grimpe à 90 grammes par heure et chez les athlètes très entraînés, elle peut même dépasser les 100 ou 120 grammes. Ah oui, quand même. On fait littéralement sauter le verrou du glucose seul. On passe d'une petite route départementale à une véritable 2x2 voies énergétique. Ok, donc on a réussi à faire passer 90 grammes de sucre à travers la paroi de l'intestin sans créer d'embouteillage. C'est une première victoire. Une victoire cruciale. Mais j'imagine que ce n'est pas la fin de l'histoire. Une fois dans le sang, est-ce que le corps traite ce mélange de la même manière qu'un simple glucose? J'ai toujours entendu que le fructose était différent, qu'il passait par le foie. C'est une excellente question. Et tu es au cœur du mécanisme. Non, le corps ne les traite pas de la même façon. Et c'est justement cette différence qui rend le duo si efficace. Ah d'accord. Un des schémas, très détaillés, nous le montre bien. Le glucose, une fois absorbé, peut être utilisé assez directement par la plupart des cellules, y compris les muscles. C'est notre carburant universel, disons. Ok. Et le fructose? Le fructose, lui, a un parcours plus complexe. C'est une bonne image de dire qu'il doit passer par une sorte de centre de tri. Et ce centre de tri, c'est le foie. Principalement, oui. Presque tout le fructose absorbé est capté par le foie à son premier passage. Les muscles, eux, savent pas bien l'utiliser directement. Donc le foie le traite? Il le traite exactement. Il peut en faire 3 choses. Le stocker sous forme de glycogène hépatique, ce qui est utile pour la glycémie. Ou alors, et c'est ça qui est passionnant, il peut le convertir en 2 autres carburants utilisables par les muscles. Lesquels? Du glucose. Ou du lactate. Attends, du lactate. On nous a toujours dit que le lactate, c'était le grand méchant. L'acide lactique, la cause des crampes, des jambes qui brûlent. C'est un des plus grands mythes de la physiologie du sport. Ah bon? En réalité, le lactate est une superbe source d'énergie, particulièrement pour les muscles endurants, comme le cœur ou les quadriceps pendant un marathon. Le foie, en convertissant le fructose en lactate, il agit comme une raffinerie. Une raffinerie. Oui, il transforme un pétrole brut, le fructose, en un carburant de haute performance, le lactate, porté muscle. Ce n'est pas un déchet, c'est un super carburant. Donc si je résume, on avale le mélange glucose-fructose, le glucose va direct au muscle, le fructose, lui, prend une déviation par le foie. C'est ça. Le foie le retransforme en partie en glucose et en lactate, qui vont eux aussi nourrir les muscles. Au final, on alimente nos muscles avec 3 sources différentes à partir de 2 sucres. C'est un système hyper polyvalent, en fait. C'est exactement ça. On diversifie les sources d'énergie, ce qui permet un approvisionnement plus stable, plus robuste, moins de pics et de chutes de glycémie et une libération d'énergie plus continue. C'est fascinant sur le plan biochimique. Mais revenons sur le terrain. Concrètement, si on prépare une course, comment on applique ça? Est-ce que cette stratégie est utile pour tout le monde, tout le temps, pour un semi-marathon par exemple? Très bonne question. La réponse dépend entièrement de la durée de l'effort. Et là-dessus, les sources sont très pragmatiques. Alors, Pour des efforts entre 1 et 2 heures, comme un semi pour la plupart des gens, les besoins sont modérés. On recommande entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. et là, on est sous la fameuse limite des 60 grammes par heure du glucose. Donc, Donc le type de sucre n'a pas vraiment d'importance. Un gel classique ou une boisson avec juste du glucose ou de la maltodextrine fera parfaitement l'affaire. Le pH à une seule voie est suffisant. pas besoin de se compliquer la vie. Voilà, le corps gère sans problème. Dès qu'on passe le cap des 2 heures, et là on pense aux marathoniens, aux cyclistes, les règles du jeu changent complètement. Radicalement. Pour un effort de plus de 2-3 heures, les besoins énergétiques explosent si on veut garder une bonne intensité. Les recommandations grimpent de 60 à 90 grammes, voire 120 grammes pour l'élite. Et à ce niveau-là, les documents utilisent un mot fort. L'ajout de fructose devient indispensable. Indispensable. Ce n'est plus une optimisation, c'est une condition de survie pour la performance. Tenter d'atteindre 90 grammes avec du glucose seul, c'est la quasi-certitude de finir avec des troubles digestifs sévères. D'accord. Donc pour les efforts longs, il faut mélanger. Mais dans quelle proportion? Est-ce que c'est du 50-50 ou c'est plus scientifique que ça? Non, on ne mélange pas au hasard. C'est un point crucial que les infographies détaillent bien. Le ratio optimal dépend de la quantité totale que tu vises. Ok. La formule la plus étudiée, la plus répandue, surtout pour viser 90 grammes par heure, c'est le ratio de 2 pour 1. 2 pour 1. C'est-à-dire 2 parts de glucose ou de maltodextrine pour 1 part de fructose. Concrètement, ça fait 60 grammes de glucose qui sature la première voie et 30 grammes de fructose pour ouvrir la seconde. C'est logique qu'on maximise la première porte avant d'utiliser la seconde. Mais tu as parlé d'apports encore plus élevés, comme 120 grammes. Le ratio change encore. Oui. Si on veut pousser le curseur aussi loin,
ce qui est vraiment réservé à des athlètes très très entraînés digestivement, le ratio 2:1 n'est plus optimal. Il faut ouvrir la porte du fructose encore plus grand. On tend vers quoi alors? Le ratio tend alors vers 1:1, voire un peu plus de fructose que de glucose. Et l'un des graphiques qu'on a sous les yeux met en avant un ratio très précis. Oui, je le vois, 1:0.8, glucose sur fructose. Attends, 1:0.8, ça me paraît incroyablement spécifique. Je m'attendais à un chiffre rond comme 1:1. Ça peut paraître anecdotique, mais cette précision vient d'études qui ont cherché le point exact de l'oxydation maximale. L'oxydation maximale? En clair, c'est le mélange qui permet au corps de brûler le plus efficacement possible les sucres ingérés. Avec ce ratio, presque chaque gramme de sucre avalé est transformé en énergie avec un minimum de déchets ou de surcharge. C'est le point de rendement énergétique maximal. Et concrètement, ce rendement maximal, ça se traduit comment en termes de performance et de sensation? 8%, c'est énorme. C'est colossal. Sur un marathon de 3 heures, ça représente plus de 14 minutes. C'est la différence entre une qualification pour Boston et une grosse déception. 14 minutes, c'est un autre monde. Et le deuxième bénéfice, c'est le confort, j'imagine. Absolument. Et c'est tout aussi important. En utilisant 2 voies d'absorption, on fluidifie le passage, on évite l'embouteillage intestinal. Résultat, Moins de problèmes de ventre. Une diminution drastique des troubles digestifs, même à haute dose. On a donc le meilleur des deux mondes. Plus de carburant pour les muscles, donc plus de performance, et avec un bien meilleur confort digestif. C'est la fin du compromis entre s'alimenter et se sentir bien. Bon, si je dois faire le bilan de tout ça, le message est limpide. Pour les efforts longs, compter que sur le glucose, c'est vouloir remplir une piscine avec un tuyau d'arrosage trop petit. À un moment, ça déborde. c'est une bonne image. On se heurte à un plafond physiologique. Et la solution, c'est d'ouvrir un deuxième robinet, le fructose, qui utilise sa propre tuyauterie pour remplir la piscine plus vite et sans tout inonder. C'est la synthèse parfaite. La clé, c'est cette synergie. Mais une synergie contrôlée, pas un simple mélange. Une question de quantité totale et de ratio précis, adapté à la durée et à l'intensité de son propre effort. C'est une vraie stratégie. C'est en maîtrisant cette alchimie qu'on passe d'un simple ravitaillement à une véritable stratégie énergétique qui peut transformer une course. Un système incroyablement bien conçu par notre corps, finalement. En effet. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Si notre corps a évolué avec ces 2 voies d'absorption distinctes et complémentaires, celle du glucose et celle du fructose, qu'est-ce que ça nous dit sur notre alimentation ancestrale? Ah, c'est intéressant. Pense aux aliments qui ont alimenté l'endurance humaine pendant des millénaires. Les fruits, le miel, ce sont des aliments qui contiennent naturellement un mélange de glucose et de fructose. Finalement, est-ce que toute cette science de pointe n'est pas simplement en train de nous faire redécouvrir et quantifier un mécanisme de haute performance qui a toujours été là, inscrit au plus profond de notre biologie ?